Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Natixis. Merci d'être avec nous. On commence avec un petit mot sur l'actualité, la grève à la SNCF qui est très suivie. Patrick Artus, est-ce que les cheminots sont responsables de la dette actuelle ? Non, la dette actuelle, c'est un ensemble de choses. C'est des investissements très importants dans le TGV. Mais je crois qu'il faut que les cheminots comprennent que leur entreprise va mal. C'est une entreprise qui est endettée. Si vous ajoutez tous les morceaux de la dette, y compris la dette des réseaux, on est au-dessus de 50 milliards d'euros de dette. C'est une entreprise dont les estimations semblent montrer qu'elle est 30% plus chère que ses concurrents étrangers, la Deutsche Bahn ou Trenitalia. Et donc l'ouverture à la concurrence aujourd'hui de cette entreprise, qui va avoir lieu, puisque ça commence en 2020, l'ouverture à la concurrence, serait absolument catastrophique pour la SNCF. Donc je crois qu'il y a une façon très positive de prendre ce que le gouvernement essaie de faire, qui est d'expliquer aux salariés de la SNCF qu'il faut rendre leur entreprise compétitive. Peut-être ceci passe à un certain moment par le fait que la dette devrait être reprise par l'État, on verra comment ceci est fait, mais il faut qu'elle devienne plus compétitive, donc il faut qu'elle baisse ses coûts. Il faut que la qualité du service soit meilleure. Et vous savez qu'elle est mauvaise dès qu'on n'est plus dans le réseau à grande vitesse. Et donc je crois que les salariés devraient, au lieu de croire qu'on les agresse, je crois que les salariés de la SNCF devraient comprendre que s'il n'y a rien n'est fait pour que cette entreprise soit plus compétitive, l'ouverture à la concurrence va très très mal se passer. C'est-à-dire que ce sont les autres qui prendront les marchés, quoi. Et donc on a 2 ans pour que cette entreprise devienne plus efficace, moins chère, plus réactive, avec un service de meilleure qualité. Je crois qu'il y a quelque chose de très positif dans ce que le gouvernement essaie de faire avec la SNCF. Et j'entends pas beaucoup dire ça. Il ne s'agit pas d'enlever aux gens des avantages. D'ailleurs, on n'en a aucun avantage, puisque les cheminots resteront cheminots. Il s'agit de transformer cette entreprise en une entreprise qui peut résister à ses concurrents étrangers quand il y aura la concurrence. Moi, ce que vous dites, c'est que pour l'instant, elle n'est pas prête. S'il y a une ouverture à la concurrence demain. À nouveau, il y a des estimations qui circulent. Je ne les ai pas faites moi-même, donc je recite des chiffres que j'ai vus, qui seraient que les coûts unitaires de la SNCF seraient 30% plus élevés que ceux des grands opérateurs ferroviaires des autres pays. Et donc, évidemment, s'il y a des appels d'offres, ça veut dire que la SNCF perdra les appels d'offres. Donc, ce sont les autres qui feront rouler les trains. Et donc, si on veut éviter ça, il me semble qu'il faut de toute urgence réfléchir à la compétitivité de cette entreprise. Est-ce que cette réforme des cheminots qui est en train, on l'a dit, de tourner un peu au bras de fer avec le gouvernement, est-ce que Emmanuel Macron est en train de jouer sa crédibilité sur ce dossier ? Par ailleurs, c'est qu'un tout petit morceau des réformes. Je crois qu'il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Ce pays bouge plus que ce qui avait été le cas pendant beaucoup d'années avant. Les réformes du marché du travail, je ne suis pas sûr qu'elles soient extrêmement importantes. On en a beaucoup parlé, des ordonnances, mais enfin, finalement, c'est peut-être pas le plus important. Je pense que ce qui est en train de se faire sur la formation professionnelle est extrêmement important. Ce qui est en train de se faire sur l'UNEDIC est extrêmement important et très positif. Ce qui est en train de se faire sur l'école primaire et sur le lycée aussi. Donc il y a beaucoup de réformes. Donc il ne faudrait pas que ce petite chose, finalement, qui est visible, mais enfin qui est petit, cache cette masse de réformes qui vont dans toutes les directions. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez le problème majeur de l'économie française, c'est un problème de compétence des salariés et de la population active. Tous les travaux de recherche qu'on peut lire sur ce sujet disent la même chose, c'est que la France fait partie des pays, avec l'Italie par exemple, qui a un problème de compétences, que les compétences faibles ont énormément de coûts. Elles ont un coût puisque les entreprises ne trouvent pas les salariés qui leur sont nécessaires. Ça explique qu'aujourd'hui, alors qu'on a encore 8,6% de taux de chômage en France, les entreprises disent qu'elles n'arrivent pas à embaucher, ce qui est quand même dramatique, mais montre ce problème de compétences, que les entreprises ont du mal à moderniser leur appareil productif, parce que les salariés ont du mal à s'adapter à un appareil productif beaucoup plus technologique. Et donc, toutes les réformes les plus importantes, en fait, c'est celle qui tourne autour des problèmes de compétences. Alors bien sûr, il y a aussi une réforme fiscale. Vous parliez des actions avant. Quand même rappeler que maintenant, on a une taxation globale à 30% du revenu du capital, ce qui est un choc majeur, dont on verra les effets. Donc je pense qu'il y aura plus de Français qui vont acheter des actions avec une fiscalité qui est devenue convenable sur les actions. Mais à nouveau, le central, c'est tout ce qui va permettre d'augmenter le niveau de compétences des jeunes en difficulté, des chômeurs de longue durée, des salariés qui devront changer de secteur. Et là, je pense que ce qui est en train de se faire est assez intelligent, enfin en tout cas part bien de la bonne analyse. Mais sur cette réforme particulièrement, on est quand même sur un tournant pour Emmanuel Macron. C'est vraiment la bataille du quinquennat, la bataille de l'opinion publique, cette réforme. Alors oui, l'opinion passe beaucoup de temps là-dessus, mais les autres réformes finalement, qui sont plus importantes, je pense.
sont passés assez facilement. Enfin, personne ne proteste contre la réforme de la formation. Alors, il y a des gens qui pinaillent sur des petits détails, mais personne ne proteste sur le contenu de la réforme de la formation professionnelle, par exemple. Hein. On essaie d'avoir d'abord une transparence sur le financement, des institutions de formation dont le contenu des formations soit vérifié, certifié, alors qu'aujourd'hui, vous savez que la certification est quand même extrêmement peu sérieuse, hein, et donc que les salariés puissent avoir librement accès, avec beaucoup plus de liberté de choix individuelle, aux bonnes formations, avec de la confiance dans la qualité de ces formations. Là, on a des réformes qui sont passées très facilement, parce que honnêtement, il y a un très grand consensus pour dire que les choses vont dans la bonne direction. Après, là, vous attaquez des entreprises qui ont des statuts très particuliers. Mais à nouveau, je pense qu'il faut reposer le problème comme je le disais. Si on veut que la SNCF survive à l'ouverture à la concurrence, il ne faut pas qu'elle reste dans l'état où elle est aujourd'hui. Et donc peut-être que, je ne suis pas un spécialiste de la SNCF, mais peut-être que ce qui a été mis sur la table par le gouvernement peut changer, mais que l'objectif qui est de transformer cette entreprise en une entreprise concurrentielle par rapport à la Deutsche Bahn, qui elle est confrontée à la concurrence depuis très longtemps. N'oubliez pas que dans les autres pays, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, le ferroviaire est concurrentiel depuis longtemps. Donc les entreprises publiques de ces pays, ayant des concurrents privés, se sont adaptées à la concurrence. On fait énormément de progrès. Prenez le TGV en Italie, c'est quand même d'une très très grande qualité, quoi. Le TGV public, je veux dire, Train d'Italia. Donc il faut que la SNCF fasse cette même évolution. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver un accord avec les syndicats de la SNCF, justement pour piloter une évolution vers une entreprise qui ait le même niveau de qualité et de compétitivité que ses concurrents étrangers. Alors on change de sujet pour revenir sur la grande fébrilité actuelle des marchés financiers. Hier soir, les marchés américains ont clôturé en repli de 3%. Ce repli s'explique en grande partie par le recul des valeurs technologiques comme Amazon, Intel. Pourquoi autant de doutes des investisseurs sur ce secteur? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a trois choses qui expliquent le repli. D'abord, il y a Trump. C'est-à-dire qu'on commence quand même à s'inquiéter une politique économique qui va faire une très grosse relance budgétaire alors que les États-Unis sont au plein emploi. Une très grosse relance budgétaire au plein emploi, ça ne sert à rien si ce n'est à ouvrir le déficit extérieur des États-Unis. Hein, donc ça crée une incertitude sur le dollar, ça crée une incertitude sur la réserve fédérale, parce que comment est-ce que la réserve fédérale va réagir à une politique très stimulante alors qu'on est au plein emploi? Le protectionnisme, le conflit avec la Chine, le conflit avec l'Iran, le conflit avec la Russie. Donc gros conflit commercial avec la Chine qui a pris des mesures de rétorsion en taxant les produits américains. Qui sont pour l'instant, moi je reviens de Chine, je peux dire que les Chinois vont être extrêmement prudents. Les Chinois ont envie d'ouvrir leur économie, hein. Ils sont en train plutôt de l'ouvrir. Donc les Chinois vont absolument pas jeter d'huile sur le feu, ils vont montrer qu'ils existent, mais je ne crois pas que les Chinois rentrent dans une guerre commerciale. Ils vont être extrêmement mesurés, parce que ce n'est pas du tout leur stratégie aujourd'hui, parce qu'ils ont commencé justement à baisser les droits de douane et à ouvrir d'autres secteurs. Et là, ils ont riposté en annonçant une hausse des droits de douane. Oui, mais en réalité, c'est tout petit. Hein. Vous pensez que ça va se calmer dans les... Les Chinois ne vont pas du tout ils vont pas du tout rentrer dans une guerre. Hein. Les Chinois vont rester extrêmement prudents, parce que ce n'est pas leur stratégie à nouveau. Mais il y a la tension avec la Russie, il y a le risque que les États-Unis remettent des sanctions sur l'Iran, et donc il y a le géopolitique, il y a les politiques de Trump, le protectionnisme qui est vraiment quelque chose que détestent les marchés financiers, et puis le troisième élément, vous l'avez noté, c'est le début d'une très grande inquiétude sur le business model d'un certain nombre de boîtes des nouvelles technologies. Un exemple typique, c'est Tesla, quoi. Je dirais, c'est une entreprise qui brûle du cash dans des proportions considérables, dont on se dit que les produits ne sont pas forcément en avance technologiquement. Les grands constructeurs automobiles sont en train de se lancer dans l'électrique avec des moyens qui sont sans doute très supérieurs à ceux de Tesla, donc il y a un doute même technologique. Facebook, il y a eu l'affaire des données, hein, qui a aussi jeté un doute, et puis voilà. Cela étant, les valorisations des valeurs technologiques ne sont pas énormes. Quand vous prenez les GAFAM, hein, les GAFAM ont un PER qui, avant la correction des derniers jours, était de 23. Alors on peut dire c'est cher, mais enfin rappelez-vous qu'en 1999 c'était 60, hein, donc on n'est pas du tout, on ne peut pas parler d'une bulle technologique aux États-Unis. Enfin voilà. Et troisième élément, j'ai oublié de le dire, c'est qu'on a tous les signes aujourd'hui de ce que le pic de la croissance est derrière nous. Tous les indicateurs cycliques nous montrent que sans doute le meilleur point de croissance c'était le quatrième trimestre 2017. Et maintenant, aux États-Unis, en Europe, en Chine, on voit la croissance, alors c'est pas du tout catastrophique, mais qui commence à ralentir un peu. Donc quand vous dites à un investisseur en action, certaines boîtes de technologie, leur business model est peut-être pas aussi formidable que ce qu'on croyait. Voilà. 2, le pic cyclique est passé et maintenant l'économie commence à ralentir.
3, malgré ça, la Réserve fédérale continuera à monter ses taux d'intérêt, malgré une économie qui ralentit. Hein. Et 4, Trump crée de l'incertitude. Tous les indicateurs d'aversion pour le risque ont considérablement augmenté. Ben, quand vous mélangez ça, évidemment, le marché action, il baisse. Hein, il ne peut pas faire autre chose que baisser. Ce n'est pas une crise, hein, action. Hein, c'est une correction de marché. On avait évalué il y a quelques semaines que le marché pouvait perdre 10%. Donc, vous voyez. Vous êtes toujours d'accord avec cette évaluation? Oui, je pense qu'on n'est pas dans un effondrement du marché action, mais on revalorise un niveau de risque plus élevé, un ralentissement cyclique, des risques protectionnistes et l'évaluation de la vraie valeur de certaines entreprises des technos. Donc, tout ça fait une correction. Il ne faut pas paniquer, quoi. Mais cette correction me paraît assez légitime. Est-ce que le rebond est prévu au deuxième trimestre? Est-ce que ça va être un peu plus calme? Non, je vois aucune raison pour laquelle il y a un rebond, parce que l'aversion pour le risque va rester élevée, le ralentissement de la croissance, il va se confirmer, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'en Chine. Non, je pense qu'on a passé le pic de croissance du cycle économique, je pense qu'on a passé le pic du cycle des actions. Et le secteur technologique, ça n'aide pas, ça n'aide en rien. Oui, non, le secteur technologique n'aide pas, mais il y a les banques qui souffrent aussi. Et là, c'est un peu plus mystérieux, parce que le gros recul des banques en Europe, par exemple, n'a pas d'explication très rationnelle, si ce n'est que dès qu'il y a beaucoup plus d'aversion pour le risque, les investisseurs sont méfiants vis-à-vis des banques. Mais là, il n'y a pas de raison vraiment fondamentale. Merci beaucoup Patrick Artus. On termine juste avec un livre d'actualité que vous venez de publier chez Fayard qui s'appelle « Et si les salariés se révoltaient ?» Oui. En fait, l'idée c'est que selon vous, les entreprises doivent accorder des contreparties aux salariés en échange des efforts qui leur sont demandés. Alors c'est un petit morceau du livre, il y a plein d'autres choses sur la robotisation, l'intelligence artificielle et la gouvernance, mais on explique qu'on ne peut pas demander aux salariés de porter une partie plus importante du risque d'entreprise, qu'on leur demande avec la flexibilité, sans contrepartie. Donc si les salariés supportent une plus grande partie des difficultés des entreprises quand ça va mal, ils doivent bénéficier de la bonne santé des entreprises quand ça va bien. Donc il faut réfléchir à des contreparties intelligentes. Très bien, merci beaucoup Patrick Artus d'avoir été avec nous. Merci.